Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme aux alentours du début du mois pour faire un nouvel épisode de Départ Fictif. Et aujourd'hui, épisode de Départ Fictif qui va avoir pour thème en majorité le Giro et cet avant de Giro. Je rappelle aussi qu'on va avoir une vidéo de présentation des grimpeurs, présentation des sprinteurs également. Et puis on commencera le Giro avec la présentation d'étapes. La première, alors désormais les présentations d'étapes, ça sera à 7h. Donc voilà, le matin, on avance une demi-heure pour les présentations d'étapes. Donc ça sera 7h le matin de l'étape. Moi, je les enregistre la veille, notamment avant le départ de l'étape d'après. C'est toujours une gymnastique un peu particulière. Pareil que d'habitude, c'est-à-dire pareil que l'année dernière au niveau du format, présentation du parcours, la météo, les favoris, la stratégie, les stratégies envisageables, et puis également une rubrique histoire. Le seul petit changement sur la rubrique histoire, c'est que on parle bien entendu du Giro, d'une étape du Giro qui est passée à cet endroit-là, ou du Tour de Suisse, parce que dans deux cas, on a un passage en Suisse. Et puis on revient également sur un ou deux coureurs importants de cette région pour parler un petit peu de leur palmarès, de l'histoire de ces coureurs. C'est le petit changement ça par rapport aux années précédentes. Et puis bien entendu le programme télé de la journée, enfin vous avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, quelle question vous a déçu. Si cette vidéo vous plaît, c'est plutôt dans cet ordre-là. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux quand vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thank pour soutenir la chaîne. Et puis, vous pouvez aller vous voir TikTok, EPS 2.0 également sur les réseaux sociaux, surtout sur les plateformes de podcast du côté d'EPS 2.0. On commence tout de suite avec une première question. Alors une première question que je n'ai pas retrouvée, mais je sais qu'on me l'avait posée et je voulais la mettre dans un départ fictif. On m'avait posé une question sur le pic de forme. Alors, ce que c'était un pic de forme, comment on pouvait l'obtenir au niveau physiologique. Alors là, moi, au niveau physiologique, ça va être un peu léger. Mais ce qu'était un pic de forme, à quoi ça sert, comment on le programme. Voilà, il y avait des questions sur le pic de forme. Alors, qu'est-ce qu'un pic de forme déjà? C'est le moment où vous allez être au maximum de vos capacités. Vous êtes à 100% de vos capacités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être mieux que ça. C'est-à-dire au niveau performance, c'est là où vous allez être au top sur votre année. Je parle bien sur une année. On peut programmer 2 à 3 pics de forme en sachant qu'un pic de forme, c'est à peu près un mois. Tout dépend des coureurs là aussi, il y a des coureurs qui tiennent plus ou moins bien les pics de forme, mais c'est à peu près un mois, 3 semaines, un mois pour un pic de forme. Donc un pic de forme, c'est vraiment le moment où on est au top, c'est le moment donc on est le plus léger, qu'on a le meilleur rapport poids-puissance, qu'on est vraiment au top physique. Donc c'est vraiment là où on est le mieux possible. Comment on fait pour arriver à un pic de forme? C'est très simple, ça se passe dès l'hiver en fait, dès le mois de décembre. Au mois de décembre, novembre-décembre, ça dépend de vos équipes, vous avez un premier stage, ce qu'on appelle un stage de cohésion d'équipe. Parfois c'est du vélo, parfois il y a certaines équipes qui font du ski de fond. L'idée est surtout de se retrouver, c'est là où on va faire les tests pour savoir votre VO2 max, pour savoir vos capacités sur 5 minutes, sur 20 minutes. Les tests 5-20 minutes sont parfois faits à ce moment-là. Enfin voilà, ça permet de tester également quand on a changé de manufacturier de vélo, de savoir le vélo contre la montre, comment on l'adapte. Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres qui changent d'une année sur l'autre dans les équipes. Et puis c'est des stages également de cohésion, c'est-à-dire on essaye de passer du temps ensemble, surtout d'intégrer les nouveaux coureurs dans l'équipe. Et dans ce stage-là, on va prévoir le calendrier de la saison. Ce qui va permettre en fait de programmer les pics de forme. Alors on va regarder les calendriers. Donc par exemple si on prend l'exemple d'un Van der Poel, il a un objectif, c'est Roubaix, c'est Tour des Flandres Roubaix, et puis il a peut-être un autre objectif, Tour de France, pour être performant sur le Tour de France. Un Pogacar, par exemple, lui, il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif Tour des Flandres et un objectif Tour de France. Vingegaard, c'est Tour de France. Donc là, c'est un petit peu plus facile à programmer.
Ensuite, on part de la date de l'objectif. Et on va faire ce qu'on appelle un rétro-planning jusqu'au début de saison. C'est-à-dire qu'on va partir de la date du 1er juillet, départ du Tour de France, je ne sais plus si c'est cette année, c'est le 1er juillet. Par exemple, on prend la date du Giro. Almeida, Giro, 6 mai. On prend la date du 6 mai, on repart en arrière au niveau du rétro-planning. Un rétro-planning, ça se fait pas que dans le sport, hein, c'est un truc qu'on voit énormément en entreprise. Moi, je vais peut-être même le faire pour les podcasts l'année prochaine, mais c'est-à-dire que Joueur du Grenier fait ça. Joueur du Grenier, il part d'une date, il veut que sa vidéo sorte à telle date, je sais pas moi, le 25 mai. Et ensuite, il sait que pour qu'elle sorte le 25 mai, il a tant de minutes de montage, tant de jours de montage, tant de jours de tournage, tant de jours où il faut préparer les costumes, tant de jours d'écriture, tant de jours où il va devoir passer du temps sur les jeux. Et il repart en arrière. Et il sait que s'il n'a pas démarré avant le, je sais pas, s'il veut une vidéo le 25 mai, s'il n'a pas démarré le 3 mars, eh ben c'est mort, il va falloir qu'il accélère le rythme. Ça sert à ça, un rétro-planning, c'est très important. Donc là, on va ce qu'on appelle faire un rétro-planning. Et on sait qu'Almeida, ça dépend de chaque coureur, il lui faut tant de jours de course pour être performant. Bon, voilà. Il va lui falloir des stages également, des moments où il ne pourra pas programmer de course parce qu'Almeida il va devoir repérer les étapes du Giro, donc ça c'est un temps où il ne pourra pas courir, où il sera à l'entraînement. Il a besoin de stages en altitude, donc c'est un moment où il ne pourra pas courir, et il a besoin peut-être de 15-20 jours de course avant le Giro. Avant c'était plus, hein. Avant le Giro, parfois il fallait caser 35 jours de course, c'était un peu compliqué. Maintenant les coureurs ont tendance à moins courir de jours de course qu'à une époque. Et ensuite on va regarder. Alors Almeida par exemple, comme McNulty, ils ont fait des courses en Espagne en tout début de saison parce que ça permet de reprendre tôt. Et pour un Giro, c'est intéressant. Par contre, ces courses-là, c'est moins intéressant si ton objectif, c'est le Tour de France. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Vingegaard sur ces courses-là. Et puis ensuite, on va faire une petite course en février. C'est pas mal, février. Et puis des fois, on regarde également les courses qui peuvent intéresser les sponsors. S'il y a une course au Portugal, Almeida est portugais, bon, ça peut être intéressant. Et puis, on va dérouler le calendrier jusqu'au Tour d'Italie, le 6 mai, en ayant pour objectif qu'il soit au top de sa forme. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche pas parce que d'une année sur l'autre on peut avoir des variations. Des fois on va programmer trop de jours de course, donc il va y avoir trop de fatigue au départ de la course. Parfois on programme pas assez de jours de course, c'est arrivé pour Roglic une année sur le Tour de France, il est arrivé en forme mais un peu tard, il est arrivé en forme en fait sur la Vuelta parce qu'on n'avait pas programmé assez de jours de course. Parfois aussi un virus, une maladie, une blessure peuvent vous ralentir. L'année dernière, par exemple, Lutsenko, il est énormément ralenti par sa fracture de la clavicule au mois de février. Ça lui pourrit un peu une grande partie de la saison parce qu'il arrive sur le Tour de France, il n'est pas encore au top de sa condition physique, il est obligé de courir le Tour de Hongrie, ce qui n'était pas prévu au départ sur son calendrier, d'enchaîner avec le Tour de Suisse, sauf qu'au Tour de Suisse, il n'est pas encore au top. Donc voilà, parfois c'est compliqué. Il y a une année, Romain Bardet, il se fait disqualifier de Paris-Nice. Et là aussi, ça pose problème parce qu'il se fait disqualifier le premier jour, donc il est obligé de faire le Tour de Catalogne qui n'était pas prévu à son calendrier, qui n'est pas conçu de la même manière aussi en termes de jours de course, et ça décale tout, donc ça peut être problématique. Pogacar, là, sa fracture du poignet, ça décale également la manière dont il va préparer sa période de stage, donc là aussi ça décale tout. Et puis ensuite, il peut y avoir des soucis parce qu'on n'a pas regardé ce qu'on avait fait les années précédentes. Ce qui est bien aussi pour programmer un pic de forme, c'est de regarder les années précédentes, ce qu'on a peut-être mal fait. Par exemple, Van der Poel, cette année, il y a un truc qui a changé par rapport aux années précédentes. Normalement, Van der Poel, il avait une particularité, c'est que dès le premier jour de course, il était au top. Il avait fait notamment 3e ou 2e de Milan-San Remo. Il avait fait également gagner l'Estrade, je crois, dès son premier jour de course, ou il avait fait 2 ou 3, je sais plus. Mais voilà, il est toujours très bon dès son premier jour de course. Là, cette année, les 2-3 premiers jours de course de Van der Poel étaient moins bons. Tout simplement parce qu'on a décalé le pic de forme. Parce que normalement, Van der Poel, quand il arrivait sur Paris-Roubaix, il était déjà plus au top de sa forme. Et là, on a décidé qu'il arrive vraiment au top de sa forme. Donc, on a décalé le pic de forme légèrement. C'est ce qu'on a fait avec d'autres coureurs, de décaler les pics de forme pour tenter d'arriver et d'être vraiment au maximum de performance à un moment donné au départ de la course. Avec Van der Poel, ça a bien marché parce que Strade Bianche, il fait 19. Tirreno Adriatico, il n'est pas encore au top, il fait le poisson pilote, je crois pour Philipsen, je crois me rappeler. Par contre, ensuite, il a déroulé sur les classiques printanières.
Et au Grand Prix E3, il n'est pas encore au top. Peut-être par rapport à un Van Aert, peut-être par rapport à un Pogacar qui était peut-être plus en forme. Ce qui fait que sur Paris-Roubaix, derrière, face à Van Aert, il a fait la différence. Aussi grâce à sa condition physique. Et peut-être qu'il sera plus performant sur le prochain Tour de France, alors que l'année dernière, après le Tour de Flandre, ça avait été plus compliqué pour lui. Peut-être qu'il sera performant aussi au moment des championnats du monde. Donc voilà, il y a des questions, on regarde ce qu'on a fait dans le passé, et puis parfois, un pic de forme, parfois ça ne marche pas, hein. Des fois on est en forme trop tôt, pas assez tôt, et c'est très dur de ralentir un pic de forme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a démarré le pic de forme, c'est trop tard. Et le décaler, c'est compliqué. Et après, maintenant on a des experts en données, dans la majorité des grosses équipes qui regardent des courbes, c'est-à-dire que les coureurs sont analysés comme des voitures de Formule 1, c'est-à-dire qu'on a de la télémétrie, on regarde le rythme cardiaque, la puissance développée à tel rythme cardiaque, on a des petites courbes comme ça, puis on analyse l'état de forme du coureur et on peut savoir à quel moment va être son pic de forme. Donc vraiment maintenant, il y a des postes clés au niveau du pic de forme. Je crois qu'on a fait le tour du pic de forme, on est à 11 minutes de vidéo, on va peut-être accélérer le rythme. On va attaquer la deuxième question. À ton avis, quelle est la meilleure prépa pour le Giro, stage altitude, Tour de Romandie ou Liège? Ce qui est une question qui est liée, question de Clément Texier. Meilleure prépa pour le Giro, alors déjà ça dépend du coureur. On va prendre deux exemples. Un Thibaut Pinot, il est obligé de courir énormément, Thibaut Pinot. Donc, il est obligé d'accumuler les jours de course. Tour de Romandie, Tour des Alpes, il est presque obligé d'y aller. Il y a d'autres cas de coureurs où vous avez besoin de moins de jours de course, qui sont moins moteur diesel, donc ça va dépendre également de certaines choses. Certains réagissent bien au stage en altitude, d'autres non. Le stage en altitude, c'est bien, parce que ça permet d'emmagasiner des globules rouges, je rappelle. On va en altitude pour une raison, l'air est moins riche en oxygène, donc on va développer des globules rouges qui, quand on va revenir au niveau de la mer, vont être très intéressants. En sachant que les stages en altitude, on dort la nuit en altitude. C'est pour ça qu'on va souvent en Sierra Nevada. Voilà, l'idée de dormir en altitude pour vraiment emmagasiner le plus de globules rouges, vraiment un maximum. Ça permet également de travailler le coup de pédale en montagne, parce que vu qu'on est en altitude, souvent il y a des montées. C'est rare quand on est en altitude sur un plateau tout plat. Donc ça dépend des coureurs. Remco Evenepoel, il l'a dit, lui, il gère très bien les stages en altitude. Donc dans le cas d'un Remco Evenepoel, oui, un stage en altitude, peut-être faire pas énormément de jours de course, mais faire des stages en altitude, ça peut être bien. Vingegaard également dans le même cas, il gère bien les stages en altitude, donc lui, il peut courir assez peu. Un Thibaut Pinot, par contre, lui, il aime un peu moins les stages en altitude. Donc lui, faire que du stage en altitude, c'est pas forcément la bonne idée. Moi, je pense que le mieux, c'est quand on peut vraiment le faire. C'est de faire un début de saison où on court soit sur les courses en janvier, soit début février. De reprendre assez tôt la saison pour le Giro. Ensuite, en mars, de faire soit Catalogne, soit Tour du Pays Basque. Voilà, en plus de Tirreno, ça devait être de faire Tirreno, parce que t'es sur les routes italiennes, je pense que c'est plus intéressant que Paris-Nice. Tu vas retrouver les routes italiennes, donc ça permet également de prendre des points de repère un petit peu. De faire Tour de Catalogne, qui me paraît pas mal. Après le Tour de Catalogne, de couper, de faire un stage de reconnaissance, de faire stage en altitude. Et puis, moi, je pense qu'il peut être intéressant, c'est soit de faire Liège, les classiques ardennaises, mais c'est quand même une prise de risque les classiques ardennaises parce que ça frotte beaucoup. Moi, je dirais, si t'es pas à l'aise avec ça, plutôt faire le Tour des Alpes, qui me semble vraiment une course de préparation idéale. Le Tour de Romandie, par exemple, c'est risqué parce que le Tour de Romandie, souvent, il fait pas très beau. Souvent, on tombe malade au Tour de Romandie et on arrive à une date qui est très proche du Giro. Donc, c'est-à-dire, si tu tombes malade au Tour de Romandie, tu peux quasiment plus faire le Giro derrière. C'est aussi un problème le Tour de Romandie parce que t'enchaînes quasiment en fait 4 semaines de course sur 5 semaines de calendrier. Donc c'est énormément de jours de course, donc ça enlève un peu de temps de récupération. Donc moi je pense que le Tour des Alpes est vraiment une préparation idéale. De faire une course comme le Tour des Alpes, c'est vraiment bien.
Ou sinon Liège, si on n'a pas peur d'aller frotter, il y a aussi du prestige à aller à Liège, hein, c'est un monument. Après, c'est au coureur de décider, c'est aussi au profil de coureur, ça dépend des profils de coureur, il y a des profils de coureurs qui sont plus à l'aise avec les stages en altitude que d'autres, donc là aussi il faut le prendre en compte. Un Thibaut Pinot par exemple, il a voulu se rassurer sur le Tour de Romandie, donc il a vraiment, lui, fait un stage en altitude qui s'est arrêté très tôt. Après, il y a aussi les risques avec la Covid, mais là il y avait, je pense, autant de risques sur le Tour de Romandie que sur Liège avec la Covid cette année, d'être éliminé avec la Covid. Troisième question, le cycliste 85, ton avis sur le parcours en globalité du Giro 2023. Alors déjà, j'ai fait une vidéo de présentation du Giro, qui doit dater du mois de décembre, mois de novembre de 2022. Ce que j'aime avec le parcours de ce Giro 2023, c'est que même les étapes de place sont pas si plates que ça. On a pas mal d'étapes qui vont être indécises, surtout en deuxième semaine, où on a notamment des montées assez importantes en première moitié d'étape, parfois. Et ce qui fait que ça peut vraiment animer la course, parce que les sprinters, punchers comme Matthews et autres voudront peut-être faire le ménage à ce moment-là de la course, ce qui fera peut-être peur aux leaders du général qui voudront pas se faire avoir par des cassures, donc qui vont rouler fort, ce qui fait qu'on pourra avoir des milieux d'étape hyper animés et des scénarios de course qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec peut-être des moments où où en deuxième partie de course on se regarde un petit peu, on ne sait pas quoi faire, et des coureurs qui peuvent en profiter, en échapper. Il y a quelques étapes comme ça, il y en a 3 ou 4 sur le parcours qui sont très intéressantes avec des montées en milieu de parcours. Je trouve que beaucoup de gens se concentrent sur les 70 km de contre-la-montre. Et on parle pas trop de autre chose. Moi, ce qui m'impressionne sur ce Giro, c'est qu'on a 3 étapes à plus de 5000 mètres de dénivelé positif, dont une, l'étape du Monte Bordone, à 5006, ce qui est énorme. Sur ce type d'étape-là, on peut faire d'énormes écarts. Les chronos, oui, en sachant que sur tes 70 bornes de chrono, il y a quand même un chrono en complète montée. Le chrono du premier jour, les 3-4 derniers kilomètres sont en bosse aussi. Donc ça à prendre en compte. C'est le deuxième chrono surtout qui va faire mal avec les 35 km de plat. C'est complètement rectiligne et en plus il y a très peu de virages et c'est tout plat, donc ça risque de faire mal au niveau des écarts. Mais moi je le trouve intéressant ce parcours. Moi j'aurais peut-être préféré qu'on n'ait que 2 chronos, mais avec un chrono qui soit un petit peu plus long. C'est-à-dire que le chrono en montée, qu'on décide de faire peut-être 20 bornes de plus, ou ça fasse un chrono vraiment d'1 heure, parce que sur 1 heure on peut vraiment avoir des surprises avec des gars qui se plantent. Donc voilà, j'aurais peut-être préféré qu'on ait des contre-la-montre peut-être un peu différents, un peu plus longs, mais les étapes de montagne vont être très dures. Il y a 2-3 étapes de montagne qui sont très très compliquées. On a beaucoup d'étapes à plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Il doit y en avoir au moins 6 ou 7, j'ai plus le décompte en tête, et je trouve que les étapes de plat, les étapes de transition sont pas si calmes que ça. Et puis la première semaine, il faut aussi prendre en compte qu'on va être souvent le long de la mer sur la première semaine de course, enfin au moins jusqu'à Naples. On a beaucoup d'étapes le long de la mer, et ça peut avoir aussi un impact sur la course, parce que le vent peut être beaucoup plus fort que prévu et des possibilités de courte bordure peuvent arriver. Donc il faudra faire attention. Moi par contre, je trouve que ce qui est dommageable dans cette 3e semaine, c'est qu'on a l'étape de Cahorlé, qui est l'étape du mercredi, qui va être chiante à mourir. Il y a 300 mètres de dénivelé positif sur toute la journée, donc c'est vraiment plat à mourir, et ça va pas être passionnant. Et puis le contre-la-montre là du samedi, où si le classement est déjà joué, ce qui peut être le cas vu le dénivelé positif et on a eu des start lists peut-être un peu plus importantes les années précédentes, là il y a quelques équipes qui viennent sans trop de leaders, eh bien on pourra avoir le classement qui est déjà joué, et un contre-la-montre quand le classement est déjà joué, ça peut être très long et très chiant. Donc voilà, c'est peut-être les 2 défauts de ce parcours en 3e semaine. Question numéro 4 de Senamat, pardon. Bonjour. Penses-tu que Pogačar sera suffisamment remis de sa chute sur Liège-Bastogne-Liège pour jouer la gagne sur le Tour? Ne ferait-il pas le mieux de miser sur le championnat du monde et la Vuelta? C'est une question un petit peu en dehors du Giro, mais je trouvais intéressante. Alors, pour la chute de Pogačar, le gros problème de sa chute, c'est que c'est pas le métacarpe. J'ai bien dit 150 fois dans la vidéo, mais en fait, vous avez le scaphoïde. Le scaphoïde au niveau du poignet,
C'est tout à l'intérieur du poignet. Et en fait, il s'est pas seulement cassé le scaphoïde, il s'est cassé également un os qui est à côté, mais qui est vraiment au centre du poignet. Ce qui va être la difficulté pour Pogacar, c'est qu'il a 6 semaines où il peut faire que du home trainer. Voilà, ça a été dit, c'est au moins 6 semaines où il peut pas tirer sur le guidon. On peut pas prendre de risque. Cette période-là, il va continuer à faire du home trainer. Moi, je me pose la question, c'est est-ce qu'il peut pas faire quand même un stage en altitude, c'est-à-dire louer un hôtel, je sais pas, aller à Font-Romeu, pour tenter de faire à la fois de la rééduque au niveau de son poignet, mais à la fois aussi préparer le Tour de France en allant en altitude. Parce que le problème, c'est quand il s'est blessé, le Tour de France, je crois, il y avait 9 semaines avant le Tour de France. C'est-à-dire que si pendant 6 semaines, il ne peut pas repérer de course, il ne peut rien faire, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'ensuite, il va falloir tout faire en 3 semaines. Moi, je pense que le vrai problème pour Pogacar, c'est qu'il doit choisir entre stage en altitude, course, donc Tour de Slovénie, qui est normalement un peu sa spéciale, et reconnaissance. Moi, je pense qu'au niveau des reconnaissances, il ne va pas pouvoir reconnaître toutes les étapes. Parce que 3 semaines, ça va être trop léger. Et pour moi, il faut forcément remettre un dossard avant le Tour de France. Sinon, ça peut être très problématique. Donc là, c'est là où il va y avoir un souci pour Pogacar, c'est là-dessus. Et il va falloir aussi que sur le Tour de Slovénie, il se remette vraiment bien en forme. Et ça va être pas facile. C'est vraiment la question, c'est la reconnaissance des étapes. Et le problème, c'est que cette année sur le Tour de France, on a un gros passage au niveau du Massif central, qui notamment des étapes genre le Puy-de-Dôme, où ce sont des montées qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres montées comme ça qu'on ne connaît pas cette année sur le parcours du Tour de France. Les 3 premiers jours au Pays Basque, lui, il n'a pas fait le Tour du Pays Basque. Donc ça aurait été bien de faire le Tour du Pays Basque pour pouvoir repérer ces étapes-là. Donc il y a plein d'endroits où on n'a pas l'habitude d'aller foncièrement tout le temps sur le Tour de France. Par exemple, il n'y a pas ni l'Alpe d'Huez, ni le Mont Ventoux, ce qui est extrêmement rare sur un Tour de France, parce qu'on utilise des montées un petit peu différentes. Donc ça, c'est un peu un souci pour Pogacar, et c'est là où il peut m'inquiéter. Après, ne ferait-il pas mieux de miser pour le championnat du monde et la Vuelta ? Alors le problème du championnat du monde, c'est que cette année, c'est début août. Je rappelle que les championnats du monde sont réunis ensemble. Donc pour moi, ça va être très compliqué d'être performant sur les championnats du monde sans faire le Tour. Parce qu'en juillet, à part le Tour de France, il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de course. Tu as le Sibiu Cycling Tour, mais qui en termes de densité, c'est pas vraiment ça. Le Tour d'Autriche, je sais même plus s'il a encore lieu, le Tour d'Autriche. Avant, tu avais le Tour d'Autriche qui pouvait être une alternative. Je sais même plus s'il y a le Tour d'Autriche. Le Sibiu Cycling Tour, c'est pas une alternative au Tour de France. Donc c'est-à-dire que pour les championnats du monde, ça serait compliqué aussi parce qu'il faudrait vraiment réussir à revenir en forme très vite. En sachant qu'en plus cette année, le championnat du monde, il sera du côté de Glasgow. Le parcours n'est pas forcément favorable à un Pogacar en plus cette année. Donc tout miser sur la Vuelta, oui, ça peut être intéressant, surtout que cette année, la Vuelta est au mois de septembre. Donc ça va pas être si facile que ça pour les coureurs d'enchaîner les courses. Ça peut être intéressant de viser la Vuelta, c'est vrai que ça peut être une assurance pour aller chercher la gagne. Après, bon, le Tour de France, c'est quand même... Je dis toujours, il y a 2 grands tours pour moi qui sont au-dessus, c'est le Giro, le Tour de France. La Vuelta, c'est quand même un ton en dessous, en termes de notoriété, et au niveau cyclisme, en termes de prestige. Donc, c'est pas facile non plus de dire, je vais pas faire le Tour de France, alors que je veux un peu ma vengeance sur Vingegaard, et tout concentrer sur la Vuelta. Ça peut être compliqué à gérer mentalement. Enfin, selon toi, une victoire sur un grand tour est-elle plus prestigieuse qu'une victoire sur un monument ? Tout dépend du monument. Il y a dans les 5 monuments, je dirais qu'une victoire sur le Tour de Lombardie, c'est pas forcément... Enfin, une victoire sur un Tour de France ou un Giro par rapport à un Tour de Lombardie, si j'étais coureur, je préférerais une victoire sur un Tour de France ou un Giro. Par contre... une victoire sur Roubaix, pour moi, équivaut à une victoire sur un grand tour. Une victoire sur Liège ou sur la flèche, le Tour des Flandres également.
parce que ce sont des courses vraiment avec une histoire, avec un passé, où quand tu regardes le palmarès, c'est quand même peu de coureurs qui se sont plantés, surtout sur le Tour des Flandres et sur Roubaix. On a souvent les meilleurs coureurs qui s'imposent sur ces courses-là. Sur Milan-San Remo, c'est prestigieux Milan-San Remo, mais par rapport à un grand tour, je pense que c'est légèrement en dessous pour moi. Après, moi je te dis ça aussi parce que je suis français. C'est-à-dire qu'en France, on n'a qu'un seul monument qui est Paris-Roubaix. On a, surtout moi je suis une génération qui a connu, voilà, j'ai commencé à regarder le cyclisme, je dis toujours, mais 2002-2003. C'est-à-dire qu'on était vraiment à une période où il y avait le Tour, le reste ça n'existait pas. C'était le Tour de France et le reste n'existait pas. Pour un Belge, le Tour de France est moins important que certains monuments. Pour moi, une victoire sur Roubaix, ça équivaut à une victoire sur un grand tour. Par contre, sur le Tour de Lombardie, non, parce que pour moi, le Tour de Lombardie, c'est le 5e des monuments. C'est vraiment le monument le moins fort. Voilà. Pour moi, c'est un peu le classement que j'irais. Merci à ton travail. Merci à toi. Ton travail est juste génial. Là, ça me permet de me lancer un petit peu des fleurs. C'est toujours sympathique. Je poursuis avec Biobiman. Quels sont les Giro d'Italia qui t'ont le plus marqué, que ce soit par leur bataille, pour les maillots distinctifs, leur suspense et parcours proposés? Moi, j'aime bien le Giro donc, de Carapaz, qui est le Giro. Alors, j'aurais dû prendre l'historique des Giro, parce que là, j'ai le parcours. Hop là. Voilà, top 3 par édition. On va faire comme ça va être plus facile. Le Giro remporté par Carapaz, moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, la victoire de Carapaz, elle est vraiment assez surprenante. Parce que sur le Giro en 2019, il y a quand même 2 favoris, c'est Nibali et Roglic, qui viennent avec des armadas. Carapaz, il est même pas vraiment leader dans son équipe, c'est Landa le leader, normalement chez Movistar. C'est-à-dire que Carapaz, personne ne le prend en compte. En plus, il y a 3 contre-la-montre, dont 2 sur la première semaine, qui sont des contre-la-montre où Carapaz perd 2 minutes 30. Donc voilà, on n'imagine pas Carapaz aller chercher la gagne. À ce moment-là, il n'est pas super connu, Carapaz, en 2019. Et puis, il y a cette fameuse étape où vous avez Nibali, Roglic qui se regardent, lui qui tente de partir de loin. Et là, c'est en une étape où on renverse quasiment la course. Et là, tu te dis à ce moment-là, il se retrouve à avoir de l'avance au général. Et Nibali, je crois à ce moment-là, ne sait plus quoi faire. Et en fait, je pense qu'en 2019, Nibali est le plus fort. Et je pense qu'il est plus fort que Carapaz. Le problème, c'est que Nibali, il ne se concentre pas sur le bon adversaire. Il se concentre tellement sur Roglic. Il y a des séquences, notamment sur l'étape que gagne Carapaz, à l'étape de montagne que gagne Carapaz. Il y a des séquences où tu as Nibali et Roglic qui se regardent. Il y a une tension entre les deux pendant une grande partie de la course. Et je pense que Nibali, ce jour-là, il ne s'est pas concentré sur le bon coureur. Et ce qui a donné vraiment une course où il y a des surprises. En termes de suspense, 2012, c'est bien aussi. 2012 avec Ejdal, Joaquim Rodriguez de Rent. C'est pas le meilleur parcours 2012, mais il y a une tension également sur l'année 2012. Il y a une vraie grosse tension au départ de la course, et on sait très bien que ça va jouer entre Rodriguez et Ejdal. Il n'y a pas 150 favoris au départ, on se concentre peut-être plus sur le Tour et sur la Vuelta. Ejdal, c'est le coureur complet. Rodriguez, c'est le puncher grimpeur, mais qui fait un peu soulever les foules quand même, Rodriguez. Et puis, il y a De Rent qui s'invite un peu dans la bataille, de manière un peu extraordinaire. De Rent, à ce moment-là, il n'a pas une grande carrière. Il est chez Vacances Soleil, qui n'est pas une grande équipe de World Tour. Enfin, de Pro Tour. Non, on était déjà au World Tour à l'époque. Et De Rent va remporter une étape de montagne en surprenant tout le monde. Et il y a des vraiment très belles étapes en 2012 sur le Giro, qui est très intéressant. Alors moi, 2008, je ne mets pas 2008, mais il faut savoir que 2008, j'ai peu suivi le Tour d'Italie cette année-là,
parce que j'étais en cours et en stage, tout simplement, en 2018. Donc, j'ai pas trop suivi. Alors, j'ai suivi, j'ai même pas vu, en fait, je l'ai souvent dit, mais j'ai pas vu l'étape où Froome renverse le classement général. Je l'ai pas vu en direct, cette étape-là. Je l'ai vu le samedi, et l'abandon de Pinot. Donc, c'est vrai que je peux pas trop vous en parler. 2020 aussi, c'est assez dingue. Déjà, on est sur un Giro en novembre, quasiment en octobre. Vraiment, on pense pendant très longtemps que le Giro va pas pouvoir se faire. Je rappelle que 2020, la Covid, moi je faisais déjà des vidéos à l'époque sur YouTube. Je me dis pendant 6 mois, waouh, il va peut-être rien se passer. On va peut-être être sur une année cycliste qui va avoir des conséquences énormes, notamment au niveau économique. Et puis, bon, ça se décante un peu à partir d'avril-mai. On arrive à retrouver une date pour le Giro. L'UCI, c'est vrai, a refait entièrement son calendrier, alors qu'il y a des catégories et des sports. Par exemple, je pense au tennis qui n'avait pas réussi à faire la même chose. Ils ont réussi à reprogrammer quand même énormément de courses. Et le Giro 2020, Geoghegan, c'est pas le leader de l'équipe non plus. Jay Hindley, c'est pas le leader de l'équipe non plus. On a des conditions climatiques qui sont très compliquées. Et puis, on a pas mal d'échappées qui vont au bout avec des coureurs surprenants. La victoire de Filippo Ganna, les victoires également de Storer, Rohan Dennis, qui est super costaud sur ce Giro aussi, et Jay Hindley qui vient presque aussi un peu de nulle part, on le connaît pas énormément. Kelderman, on se dit à un moment, putain, Kelderman va gagner le Giro alors que c'est le mec le plus chiant au monde en course. C'est un Giro qui est aussi intéressant 2020 parce qu'il y avait une belle bagarre. Alors moi je vous raconte les Giro des 15 dernières années parce que c'est vrai qu'avant avant la victoire de Di Luca, donc avant 2007, j'ai pas vu beaucoup les Giro, déjà parce qu'à l'époque j'étais jeune, et surtout à l'époque je me concentrais surtout sur le cyclisme en France et pas trop sur le cyclisme à l'international, surtout que le Giro, les Français étaient très peu performants. C'est que dans les années, cette première partie des années 2000, bon, à part John Gadret et la victoire de, comment il s'appelait, la victoire d'étape, c'était un coureur français, Lemaivel, de Christophe Lemaivel. Ça doit être le Giro 2004. Alors je savais ce qui se passait un peu sur les Giro parce que quand j'achetais, à l'époque j'achetais des magazines, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais mon père m'achetait des magazines sur le Tour de France, vous savez, les favoris du Tour de France. Et souvent il y avait un récapitulatif du Giro, donc je savais ce qui se passait sur le Giro. Mais le premier Giro que j'ai vu, c'est 2007. Avec Di Luca et la bagarre entre Di Luca et Andy Schleck, et quand tu sais comment devait être chargé Di Luca, tu te dis qu'Andy Schleck c'est peut-être un grand tour qu'il aurait pu gagner également dans sa carrière. Je poursuis avec une autre question. Liam Damery, comme d'habitude, et tout le temps je crois dans les départs fictifs, je me suis sur la chaîne depuis très longtemps. Bonjour, première question pour toi, quelle est l'étape reine? L'étape reine pour moi assez simple cette année. Pour moi, c'est l'étape c'est pour ça que j'avais pris toutes les étapes, je me rappelle maintenant pour la question. Pour moi, c'est Monte Bodone. Voilà. Pourquoi cette étape entre Sabio Chiese et Monte Bodone, donc à l'étape 16? Déjà parce qu'on a de la longueur, 203 km, parce que tout se concentre quand même sur les 140 derniers kilomètres. Encore une fois, énormément de dénivelé positif. Alors, on va pas monter très haut en altitude, on dépasse pas 1005 en haut du Monte Bodone, mais c'est vraiment une journée compliquée avec beaucoup de difficultés, des longs cols. Le col le plus court, il fait 11 km au classement de la montagne. Et c'est vraiment une journée qui va pas être évidente, l'étape du Monte Bodone. Et puis en plus, elle arrive à un moment qui va être important sur ce Giro, c'est-à-dire qu'on sera un lendemain de journée de repos. Donc il va y avoir forcément des surprises. Un lendemain de journée de repos, commencer la 3e semaine par une étape aussi difficile, il va y avoir de la casse. Ça c'est sûr et certain. Et c'est une étape où il va y avoir du spectacle parce que je suis pas sûr que sur l'étape 18 ou sur l'étape 19, on se regarde pas un petit peu avant le contre-la-montre du Monte Luzzari qui va peut-être bloquer un peu l'étape du jeudi et l'étape du vendredi. Donc c'est pour ça que je mettrai que cette étape-là, pour moi, c'est l'étape reine. Deuxième question, voiture Aurélien Paraipa entre gagner une étape sur ce Giro? Si oui, possiblement laquelle? Alors,
Paré peintre, tout dépendra du temps qu'il perd sur les premiers jours, enfin sur les 10 premiers jours. Parce que pour le moment, ce que nous dit AG2R, c'est qu'il le voit plutôt jouer le général, c'est ils veulent plutôt que Paré peintre joue le général. Donc pour moi, au niveau du général, il aura du mal à faire mieux que 8-9, entre 9 et 15, quoi. Je pense que c'est un peu ce qu'il peut faire parce qu'il est encore un peu jeune. C'est encore un peu trop tendre, Aurélien Paré-Peintre, pour le général. Je pense que sur les victoires possibles, quand on regarde un petit peu les différentes journées, moi je dirais que encore une fois les deux étapes là en jeudi et le dernier jeudi et le dernier vendredi, c'est-à-dire l'étape de Oderzo Zoldo Alto et l'étape de Tricime di Lavaredo, mais je dirais que même vraiment l'étape du 18 est possible parce que c'est une étape qui est quand même assez courte, mais je pense qu'il n'y aura pas de grosse bagarre entre leaders pour le classement général. C'est des montées qui sont pas trop longues non plus, c'est-à-dire qu'on est entre 9 et 6 km de montée à part la première de la journée, et c'est vraiment une étape qui peut convenir aux baroudeurs, donc je dirais l'étape 18 potentiellement pour Paré-Peintre, parce que même s'il est 9 ou 10 du classement à ce moment-là, il peut être à 10-15 minutes déjà au général, donc il sera plus très dangereux pour les autres adversaires. Fab, quelle stratégie de course de la Soudal Quick-Step, je pense, parce que la Lotto Soudal, je ne pense pas, contre la Jumbo-Visma, qui s'annonce très solide, en sachant qu'en plus la Lotto Destiny, désormais, ne participe pas à la course. Il y a eu un accord, on va dire, avec RCS pour laisser sa place à une équipe italienne. Comment faire pour alors bon, c'était il y a 2 jours, c'est vrai que la Jumbo-Visma a eu quelques pertes, notamment Tobias Foss qui covidé et je ne sais plus qui d'autre également. C'est pas Gesink aussi qui se retrouve en dehors de la liste de départ. Bon, Soudal Quick-Step, il faut en fait que certains coureurs soient très performants. Pour réussir à s'en sortir, on sait que sur le contre-la-montre, normalement Remco Evenepoel va être un peu plus fort que Roglic. Notamment sur le contre-la-montre de 35 km tout plat, je pense qu'il va y avoir un petit écart va se créer à ce moment-là où Remco Evenepoel peut prendre le maillot. Donc c'est l'étape numéro 9. Voilà, l'étape de Cesena. Ce qui fait quand même tôt pour récupérer le maillot. Mais bon, après, il n'y a pas forcément 150 étapes pour s'en débarrasser. Mais bon, pourquoi pas s'en débarrasser dès le lendemain avec un coureur qui serait pas très dangereux pour la montagne, ça peut être possible. Il va falloir que certains coureurs soient très performants au niveau de la garde rapprochée de Soudal Quick-Step. Moi, je pense qu'il va y avoir des coureurs déterminants. C'est Van Wilder qui va devoir être un super lieutenant. Si Louis Vervaeke a le niveau qu'il avait sur les classiques ardennaises, il peut être un coureur très dangereux également en tant que lieutenant. Et puis Yann Hirt sera une des clés. Et puis pour Remco Evenepoel, faut pas perdre de temps sur les premiers jours de course avec possiblement le vent. Il sera quand même entouré de Ballerini et je pense de Catanero qui aura aussi ce rôle-là. Mais c'est l'équipe qui va aider au Remco Evenepoel. Après, le chrono va aider, bien entendu. Mais ça fait prendre le maillot quand même très tôt, au 9e jour de course. Ça veut dire qu'on prend quasiment le maillot en première semaine. Donc est-ce qu'il ne faudra pas s'en débarrasser de ce maillot-là après, sur l'étape notamment de Viareggio ou de Tortona, sur un coureur qui, je sais pas, un coureur comme De Marquis ou encore de ce type-là, qui n'est pas un coureur très dangereux, où tu sais qui restera pas en tête très longtemps du maillot rose, mais ce qui permet d'éviter de contrôler des étapes qui vont être longues et pas forcément faciles à contrôler. Ça, c'est une idée qu'on peut se poser. Voilà, mais après, de toute manière, il faudra être performant à Crans-Montana et Montée-Baudonnet. Hein. Si tu perds 1 minute sur chacune de ces 2 montées, ça sera compliqué, même à Monteluzzari, parce que à Monteluzzari,
19 bornes, mais bon, les grimpeurs vont pas perdre beaucoup de temps. Il faudra faire attention également à l'étape des Trecime di Lavaredo, parce que ça peut être vraiment une étape piège quand même. Moi, je pense qu'il va peut-être pas se passer grand-chose, parce que tu auras le contre-la-montre le lendemain, mais on sait jamais s'il y a des coureurs qui veulent vraiment inverser la tendance en pensant qu'ils vont se faire poutrer par Remco Evenepoel le lendemain. C'est vraiment une journée, peut-être le vendredi, où il peut se passer des choses au Trecime di Lavaredo, donc il faudra faire attention quand même pour Soudal Quick-Step à ce moment-là. Mais bon, comme la Jumbo va être un peu moins solide, et puis il faut pas négliger Bora, faut pas négliger non plus Ineos au niveau de la qualité des équipes. Qui sont les favoris au podium hors Evenepoel et Roglic? Gegenhardt qui a remporté le Tour des Alpes, ça c'est clair et net. Almeida, parce que bon, sur le contre-la-montre, ça c'est un deuxième favori. Moi je mettrais aussi Vlasov ou Kemna. Moi je mettrais plutôt une pièce sur Kemna, plus que Vlasov, que j'ai pas trouvé très bon. Et puis après c'est déjà un ton en dessous, je dirais, vu qu'il n'y a pas de Chicone au départ. Hugh Carty, je pense qu'il va perdre un peu de temps sur les chronos, un peu trop de temps sur les contre-la-montre. Donc moi je dirais ces coureurs-là. Chez Bahreïn, je sais pas trop aussi ce que ça peut donner Caruso, Egg et Meder, donc on verra, mais de toute manière on voit bien qu'Ineos il mise quand même quasiment à 100% sur ce grand tour-là. Quand tu vois la force de l'équipe, donc je pense Gegenhardt, Kemna, je vais mettre. Et puis voilà quoi, pour moi c'est les deux qui peuvent aller chercher le podium, qui seront costauds sur cette course. Et Almeida, voilà le troisième, que j'avais oublié, parce que lui aussi une belle équipe autour de lui, et puis on sait qu'Almeida, les chronos, ça va pas lui faire peur. Mais on pourrait même se poser la question, Almeida, faut pas qu'il se plante non plus, parce qu'il y a Jevine. Jevine il est très bon sur les chronos, est-ce que c'est peut-être même pas plutôt lui le favori, Jevine? On sait qu'il passe bien la troisième semaine aussi, donc ça sera la question à se poser, également chez UAE. Donc je vais faire un récapitulatif. Donc Vine, Almeida, Gegenhardt. Moi je pense pas à Geraint Thomas. Je termine avec Kemna. Voilà, ces quatre-là je pense. Nouvelle question, toujours des vidéos longues. Les vidéos, question numéro 9. Les vidéos départ fictif. Tour des Alpes A.M Cycling. Ton leader chez Ineos et Bahreïn. La surprise de ce Giro 2023. On va déjà commencer par ton leader chez Ineos. Pour moi, c'est Gegenhardt. Tout simplement parce que Geraint Thomas, on n'a pas suffisamment d'assurance. Que même s'il est meilleur sur le contre-la-montre techniquement Geraint Thomas que Gegenhardt, il va quand même perdre du temps sur Roglic et Remco Evenepoel. Et ce temps-là, il ne le reprendra pas en montagne. Tout simplement. Alors qu'un Gegenhardt, il est peut-être capable de rivaliser en montagne avec Roglic et avec Evenepoel et voire les surprendre. Donc ça peut être vraiment un coureur intéressant. Bahreïn. Là, c'est plus compliqué chez Bahreïn. Gino Meder fait pas un mauvais début de saison. Mais il fait quand même des très mauvais contre-la-montre. Fait depuis quelques temps, Gino Meder, sur les chronos, il perd beaucoup de temps dans cette discipline. Donc j'aurais tendance à dire Caruso, qui a fait des résultats un peu plus en dents de scie, mais qui a montré quand même parfois des bonnes choses. Mais ça va jouer entre ces deux-là. Je pense que Jack Egg, pas totalement convaincu par Jack Egg. Donc je mettrais Meder ou Caruso. La surprise de ce Giro 2023. Une victoire au sprint d'un coureur de la Coratec. Ça, c'est une grosse surprise. Mais quand on voit la Coratec, y a Tivani, il y a Dalla Valle. Ils sont quand même des coureurs qui peuvent peut-être faire quelque chose au sprint. Donc, une victoire d'un coureur de la Coratec. Au sprint, ça serait une grosse surprise. Deuxième surprise, une victoire d'étape de Warren Barguil. Voilà, chez Arkea.
pas forcément de leader, donc ça serait peut-être les deux surprises voilà, de ce Giro. Et une dernière question, des coureurs comme Matthews, Magnus Kors au profil des puncher sprinter vont-ils jouer le classement par points? Totalement. Totalement, parce que encore une fois, il y a ces étapes en deuxième semaine qui peuvent être très animées, mais qui arrivent sur du plat. C'est-à-dire qu'il y a l'enchaînement, je crois que c'est 10, 11, 12, je crois me rappeler, de tête, pour les avoir déjà préparés. 10, oui, l'étape de Viareggio. Le lendemain, Tortona, même Rivoli. Donc ces 3 étapes-là, on peut aussi noter l'étape de Maniago, l'étape 14. C'est des étapes où vous avez une énorme difficulté en début de parcours, mais où vous avez genre 20-30 bornes de plat minimum de plat en fin de journée, après la dernière difficulté. Et des profils comme Cort, alors moi je dirais même encore plus Matthews, peuvent être des coureurs intéressants sur ce type de parcours, parce qu'avec les petites bosses, ça peut vraiment, sur ce profil-là, gêner des purs sprinters comme Ackermann, comme Caden Groves, qui auront du mal à passer ces bosses-là. Donc ça peut être des étapes intéressantes pour ces coureurs-là. Par contre, il faudra peut-être faire avec Jonathan Milan. Mais bon, on ne sait pas trop du côté de la Bahreïn quel aura le rôle de Jonathan Milan. Mais oui, sur ces étapes-là où tu as des montées en milieu de journée, un profil aussi à la Albanese, par exemple chez Holo Cometa. Faut pas négliger Albanese. Oui, Albanese, Cort ou Matthews. Ça peut être intéressant. De toute manière, si Matthews vient sur ce Tour d'Italie, c'est qu'il a l'ambition de faire quelque chose. Vu l'équipe en plus qu'on a mis au départ, il a une très très belle équipe quand même autour de lui. C'est qu'il y a une ambition derrière. Même Pedersen aussi. Mais après Pedersen, je crois qu'il y a même des difficultés qui seront quand même un peu trop dures pour Pedersen. Et puis en plus, Matthews, il y a peut-être d'autres étapes qui peuvent lui convenir. Il y a l'étape de Naples aussi, qui peut arriver au sprint. L'étape de Salerno aussi, de Salerno qui est aussi sur le même profil. Il y a pas mal d'étapes où vous avez des difficultés en cours de journée, en cours d'étape. Donc il y a rarement une étape toute plate en fait sur ce Giro. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Par l'étape de Caorle, il n'y a quasiment pas d'étape toute plate. Il y a toujours une petite difficulté au programme. Donc oui, ça peut convenir à ces coureurs-là. L'endimanché du ciné, quel sprinter vois-tu remporter le plus d'étapes sur ce Giro? Pedersen, Gaviria ou Caden Groves même. Depuis qu'il n'y a plus de Chicone, moi je mettrais bien Pedersen parce que je pense que Caden Groves passe pas suffisamment bien les bosses, Gaviria aussi. Et sur ce Giro, il va falloir savoir passer les bosses pour les sprinters. Je suis même assez surpris qu'ils n'aient pas pris Van Der Poel. Parce que Van Der Poel aurait pu se régaler également, ou Philipsen même, sur le Giro. Donc moi je mettrais Pedersen, et puis je mettrais peut-être un Albanese qui est capable de gagner une étape, mais on sait que si Pedersen est là, souvent ça veut dire que Gaviria et Caden Groves ne seront plus là, et que Cort Nilsson il n'a pas la vitesse au sprint de Pedersen, et Albanese non plus. Et Matthews non plus, donc voilà. Mais Pedersen, oui. Puis l'équipe va être un peu plus à son service. En plus, ça se passe bien avec Dan Houle également, le néerlandais. Donc ils ont une belle relation. Donc ouais, moi, je mettrais plutôt Pedersen. Mais je pense que ça va être assez diversifié. Je suis il y a quand même des profils d'étapes où il peut se passer, ça peut être très animé. Don Sebou. Penses-tu qu'Arkea Samsic va passer à côté de ce Giro? Qui vois-tu finir comme premier français pour le classement général? Arkea Samsic, c'est sûr que si tu attends qu'Arkea Samsic il fasse top 10 du général et 3 victoires d'étape, oui, ils vont passer à côté de ce Giro. Faut pas s'attendre à grand chose d'Arkea Samsic, mais moi je m'attends pas à grand chose de cette équipe cette année, du fait que, encore une fois, l'effectif est pas si incroyable que ça pour une équipe World Tour. C'est-à-dire que c'est un effectif... En fait, ils n'ont pas remplacé Quintana. Ça, c'est leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas récupéré un coureur capable de jouer un top 10 de général. Warren Barguil, ça fait depuis des années qu'il joue plus le top 10 du classement général des courses.
Et ensuite derrière, c'est encore un peu jeune, quoi. Vauquelin, il va pas jouer tout de suite un top 10 non plus de grand tour. Donc quand on regarde l'équipe qui est prévue au départ, c'est Barguil, Boué, Decker, Guernalec, Rhys, Alan Rioux, Clément Russo, Alexandre Verret. Bon, Arkea, s'ils prennent déjà une victoire d'étape en échappée, ça sera déjà très bien, hein. L'objectif sera rempli pour moi. Si un Barguil ou un Russo dans une échappée vraiment de baroudeur, ou c'est pas un Maxime Boué dans la forme de sa vie, ils prennent une victoire d'étape, ça sera déjà bien. Bon, après, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose du côté d'Arkea. Et la deuxième question, c'était qui vois-tu finir premier français pour le classement? Moi, je mettrais Thibaut Pinot. Pareil Pinte, ça me paraît encore un peu trop jeune, un peu trop tendre. Barguil, il joue plus le classement général des grands tours depuis longtemps. Donc ouais, moi je mettrais Thibaut Pinot. Pourquoi pas la bordure du top 10, entre 8 et 10 quoi, Thibaut Pinot. Entre 8 et 12, on va dire ça comme ça. Et puis Cofidis, ils n'emmènent pas de leader pour le classement général. Donc ouais, je vais mettre Thibaut Pinot. Question 12. Penses-tu que F doit viser les étapes ou le classement général? Hugh Carty, c'est pas assurance tout risque. Donc pour moi, il faut viser les victoires d'étape. Ils partent avec Uran et Hugh Carty. Alors déjà, Uran, bon, le poids des ans se fait sentir. Là encore, hein, si c'est pour faire 10e du général, bon, en termes d'image, c'est pas forcément fantastique. Et dans le cas de Hugh Carty, il fait plutôt un début de saison intéressant. Le coup de pédale a l'air d'être bon, mais bon, ça fait depuis quelques temps où parfois, bon, il se plante un peu sur les grands tours, sur ses gros objectifs. Et puis encore une fois, bon, c'est pas non plus assurance touriste, c'est-à-dire que c'est un mec qui aura quand même du mal à aller dans le top 5 à la régulière. Parce que c'est pas forcément le meilleur sur le chrono non plus, Hugh Carty. Donc moi je pense qu'il faut plutôt viser les victoires d'étape. On voit que pour le moment il y a deux réservistes qui sont Bettiol et Cepeda. On ne sait pas s'ils vont être emmenés, mais normalement on devrait se contenter de Rigoberto Urán à Magnus Cort. Et puis en plus tu as Ben Eli également, hein. Ben Eli de Christian King, c'est des mecs qui en échappée peuvent aller tenter d'en gagner une. Donc plutôt jouer les victoires d'étape et puis ensuite garder au chaud, on va dire, Uran et Hugh Carty. S'il y en a un des deux qui se retrouve à 4 minutes après les deux premiers chronos, ils pourront tenter les échappées aussi, ces coureurs-là. Question 13, qui est la dernière et qui est peut-être la plus difficile? L'endimanché du ciné, ton top 10 du classement général final du Giro. Oui, c'est l'une des questions les plus dures. J'ai pris une petite note. Alors, pour ce top 10, moi je mettrais vainqueur Remco Evenepoel, parce que Remco, c'est quand même un coureur qui fait du très bon boulot aujourd'hui, qui vraiment se plante vraiment rarement. C'est vraiment un coureur qui est très bon sur le chrono, mais qui sait faire le job. Donc ça, c'est vraiment un coureur qui peut... Voilà, le stage en altitude, il maîtrise maintenant les grands tours. L'altitude, on n'y va pas tant que ça. Alors même si on va aller à 2000, plus de 2000 mètres, je ne sais pas si ça va vraiment le gêner. La seule question en fait pour Remco Evenepoel, c'est comment il va gérer les étapes à 5000 mètres de dénivelé positif, parce que ça sur la Vuelta, il n'y en avait pas. Mais bon, il me semble quand même très fort sur les chronos. Comme il va être au-dessus sur les chronos, je pense qu'il va prendre une minute d'avance sur Roglic, rien que sur les chronos. Il peut se permettre de perdre un peu de temps en fait, ensuite en montagne. En deux, moi, je tente un grand coup là avec Jay Vine du côté de UAE. Pourquoi Jay Vine? Parce que bon sur le contre-la-montre. Chez UAE, je crois qu'il a pris énormément confiance en lui. Almeida, on ne sait plus trop si Almeida est vraiment en dehors de sainteté chez UAE. C'était leur pépite à un moment, mais il redescend de plus en plus dans la hiérarchie, Almeida. Et puis Jay Vine, on sait qu'il passe plutôt bien les étapes de montagne aussi, l'enchaînement des étapes de montagne. S'il a le même niveau de performance que l'année dernière sur le Tour d'Espagne, il va être dangereux. Je mets Roglic en 3.
Je pense que le temps qu'il va perdre sur le contre-la-montre peut être un petit peu rédhibitoire pour Roglic. Et je ne sais pas s'il a l'équipe pour reprendre du temps ensuite derrière. Et est-ce qu'il va tenter des grosses offensives au risque de tout perdre? Ça, c'est une grande question. Quatrième, Tao Gegenhardt. Même s'il est fort, hein, Tao Gegenhardt, je pense que la troisième semaine peut être compliquée pour lui parce que gagner le Tour des Alpes, ça veut dire que tu es en bonne condition physique. Ça veut dire que tu es peut-être déjà un petit peu en début de pic de forme. Et ça veut dire que la troisième semaine, elle va peut-être être difficile sans pic de forme pour Gegenhardt. Donc je le mettrai quatrième. Je mets Lennart Kemna, pardon, cinquième. Moi, je pense que Vlasov va se planter et qu'on mettra Kemna leader sans que ça soit prévu au début. Kemna, ça reste un bon coureur, mais pour le général, ça reste inexpérimenté. Et puis, encore une fois, hein, devant, il y a du lourd aussi. Donc, ça va être dur d'aller chercher les mecs de devant. Même si, encore une fois, la Bora est une équipe solide. 6, Hugh Carty. Il va perdre du temps sur le chrono. Mais il peut... Enfin, il sera moins suivi que d'autres. Donc, sur la fin de course, ça peut peut-être l'aider. Je tente quand même le coup Hugh Carty parce que le début de saison n'est pas mauvais. Il avait l'air d'avoir surtout un bon coup de pédale. C'était surtout visuel quand je l'ai vu sur le Tour des Alpes. Le coup de pédale avait l'air d'être pas mal. Caruso, 7. Ouais. En fait, chez Bahreïn, c'est dur de déterminer le leader. Moi, j'ai misé plutôt sur Caruso. Mais je comprends que certains misent sur Gino Meder. Caruso, c'est bien, mais ça sera pas suffisant vu les mecs qu'il y a devant dans mon top 10. Voilà. Eddie Dunbar 8, ça peut être une des surprises. La surprise, Eddie Dunbar, il veut jouer le général des grands tours désormais. C'est un peu trop tendre pour aller faire mieux que ça, mais je ne le vois pas non plus finir 13e ou 14e du général. L'un des soucis d'Eddie Dunbar, c'est déjà son équipe sera plutôt au service de Michael Matthews. Donc il devra un petit peu se débrouiller seul, Eddie Dunbar, et qu'il n'a pas l'expérience de jouer le général sur un grand tour, donc ça peut peut-être jouer également en troisième semaine. Lorenzo Fortunato 9, vu la densité des top leaders au départ, je pense que ça peut être intéressant de miser sur lui. Le chrono va être très compliqué pour Fortunato, il va perdre facilement 6-7 minutes. Mais après en montagne, il peut peut-être reprendre du temps en prenant une échappée. Puis je mets Timo Pinotti 10e. Lui aussi, je le vois bien aller chercher une victoire en échappée en troisième semaine. Et puis sans qu'il soit trop dangereux au général. Et puis faire une petite remontée au classement avec une 10e place. Donc voilà mon top 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même s'il était un petit peu long. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans vos commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures avec le Giro. Ciao, ciao!